Merci Philippe. Je vais vous parler du mentoring, je vais vous parler du reverse mentoring, mais justement, une question d'abord pour commencer, c'est quoi quand je vous lance cette notion de mentoring et de reverse mentoring? Pour vous, le reverse mentoring, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un a euh, une proposition à me faire? Parce que les médias en parlent beaucoup en ce moment. Alors, quand on parle de reverse mentoring, on parle où on imagine, où on commente, où on interview des souvent jeunes femmes, génération Y ou Z, qui vont aller voir les membres des COMEX pour s'en occuper, pour leur expliquer ce que c'est que aller utiliser le réseau social interne, ou Facebook, ou alors Twitter. Mais bon, le reverse mentoring, c'est autre chose, hein. Ça, c'est un tout petit exemple, mais quel seul dont on parle actuellement. Donc, j'ai eu envie de vous parler de ça pour sortir des clichés et pour revenir sur deux notions absolument essentielles pour nous, qui sont la place de l'humain au travers du mentoring et du reverse mentoring. Et ce qui pourrait paraître étonnant, c'est on est là dans l'antre de la veille techno et des pratiques de formation telles que le font Philippe et Philippe. Et depuis pas mal d'années, 25 ans, 30 ans, ben, on a commencé par la FOAD, on est allé sur le e-learning, on est passé sur le LMS, on est passé sur les serious games, on parle maintenant de quick learning, on parle de Spock, évidemment de MOOC, d'ancrage mémoriel, de machine learning, bref, que des choses qui sont très 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 techno, hein, au point que on pourrait imaginer que, pardon, je me suis trompé, hop, je vais le faire, ah, que ben, c'est la formation en 2016, eh ben, c'est une histoire de techno. D'ailleurs, on ne parle que des EdTech. Donc, on est sur un résumé comme quoi la problématique de la formation, c'est une problématique techno. Et le courant qui arrive est un courant dans lequel on se dit, ah oui, non, mais avec une vraie tendance, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi des neurosciences à mettre dedans? Et c'est vrai qu'ici interviennent souvent des chercheurs qui amènent une réflexion très très intéressante autour des neurosciences. Mais il faut qu'on s'arrête un instant et qu'on se pose des questions. C'est tous ces développements technologiques. Mais pour quels résultats? Et même au-delà des résultats, on déploie des dispositifs, mais pour quels objectifs? Parce que l'objectif de la formation, est-ce que c'est euh, de mesurer comment les gens se forment? Est-ce que c'est de voir l'efficacité de la formation? Mais alors, quelle efficacité? Alors, on a, nous tous qui travaillons dans le domaine de la formation depuis des années, un impératif, le ROI. Euh, c'est bien beau d'aller développer des dispositifs, c'est bien beau d'aller consommer de la formation, mais pour quelle efficacité? Avec une obligation qui est une obligation de ROI. Donc, on en arrive très très vite à aller se poser la question de les KPI. Quels KPI? C'est quoi les moyens d'aller évaluer l'efficacité de la formation? Parce que aller prendre tous ces dispositifs techno, aller mettre toutes ces équipes pour pouvoir produire des choses, mais pour quel effet? Alors, on sait très bien que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de discussions. Certains vont aller mettre des KPI sur le temps de visualisation d'informations. D'autres vont le mettre sur le taux de succès à certaines étapes de contrôle, de quiz. D'autres vont s'intéresser à un pourcentage de savoir que l'on va retenir à froid après 2 mois ou 6 mois de formation. Bref, des KPI, il y en a partout,
Mais qu'est-ce qu'on en fait encore une fois et à quoi ça sert tout ça? Alors, nous, on s'est dit on va reprendre les choses à l'envers. C'est quoi notre mission? Open Classroom, c'est quoi notre mission? Si on veut, depuis 16 ans, être un acteur très important dans le monde de la formation, c'est qu'on a une mission. Notre mission, elle est claire, elle est très simple. Je vous la laisse la lire. Aider les personnes à devenir employables et à le rester. Le reste, c'est que de la littérature. Alors, au moins, en se posant cette question, on sait quels objectifs on a et tous les moyens qu'on développe vont aller au service de cet objectif. Alors, Philippe a dit tout à l'heure, j'allais vous parler d'Open Classrooms, je vais vous donner un slide sur Open Classrooms. C'est tout. Le but, ce n'était pas de vous parler d'Open Classrooms, mais c'est vous parler de ces notions qui nous semblent fondamentales dans l'évolution de la formation. Donc, pour ceux qui, depuis 16 ans, seraient sur Mars et n'auraient pas entendu parler de nous, je vais vous présenter un petit peu qui on est. D'abord... C'est pas un peu prétentieux, ça? C'est provocateur, en tout cas. Numéro 1 en Europe de French Tech, en tant que French EdTech, eh ben oui, c'est la plus grosse plateforme de formation européenne. On a maintenant 3 500 000 personnes qui se forment. Il y a 1200 cours. Il y a plus de 100 certificats qui sont distribués. Il y a aujourd'hui, on y reviendra, un diplôme RNCP, mais il y en aura plein d'autres dans l'année à venir, avec une population de personnes qui se forment sur la plateforme, qui sont pour 50% des étudiants, de tout niveau d'études. Il y a quelques collégiens, il y a beaucoup du 18-24 ans, 40% de professionnels, les 10% manquants, eh ben, ce sont des mômes ou des retraités. Et des retraités, ça y est, on en a des qui vont même se passer les diplômes aussi. C'est assez excellent de voir que ça bouge. Quand on parle de la formation tout au long de la vie, c'est aussi vraiment tout au long de la vie. On a sur le forum des gens de 80 ans qui nous renvoient et qui disent c'est génial, ça y est, j'ai enfin réalisé ce que je voulais faire avant. Je suis maintenant développeur web. Bon, c'est assez sympa. C'est pas que des geeks boutonneux de 16 ans. Petit message de rappel aussi avec cette copie d'écran lorsque François Hollande, en avril 2015, a dit « Tiens, je vous annonce que tous les demandeurs d'emploi auront un accès illimité à Open Classrooms, gratuit, pris en charge par Open Classrooms. » C'est quelque chose, j'en reparlerai tout à l'heure, qui est tout à fait d'actualité. Ça s'est mis en place en septembre. Il y a aujourd'hui plus de 25 000 demandeurs d'emploi qui sont en cours de formation gratuite sur Open Classrooms. Donc ça fait partie aussi, on a parlé tout à l'heure d'une mission qui était une mission sociale. Ça fait partie aussi des moyens concrets mis sur la table par Open Classrooms. Alors, quels sont nos indicateurs à nous? Parce qu'on fait des choses, on construit, je vous parle de tous ces chiffres-là, mais quelle efficacité là-dedans? On pourrait là encore aussi se faire plaisir, dire tiens, on est en train, on a recruté, on est 40 dans l'équipe, on a fait tout ça. What else? Pour quel objectif et plutôt pour quel résultat? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer cette courbe sur les MOOC certifiants suivis sur la plateforme. 2013, on crée notre premier MOOC. 40 000 personnes s'inscrivent sur ce MOOC. 2014, 380 000 personnes. On a fini 2015 avec 880 000. Et là, dès fin février, nous étions à 1 million. Donc je vous laisse faire la projection de la courbe d'ici la fin de l'année. On aura largement dépassé les 2 millions de MOOC sur lesquels les gens se sont inscrits. D'accord? Donc quand je dis 2 millions de MOOC, il y a 2 millions de personnes qui se sont inscrites sur des MOOC. D'accord? Sachant que quelqu'un peut s'inscrire sur plusieurs MOOC à la fois, bien entendu. Et d'autres vont s'inscrire que sur un seul MOOC. Mais on voit la tendance qui est une tendance mais absolument massive. J'ai mis le défi des volumes parce que, oui, il ne faut pas oublier que dans MOOC, ça commence par massif. Faire du MOOC sans avoir du massif, eh ben, c'est comme de chanter sous la douche et vouloir avoir une carrière de star.
Deuxième KPI, les certificats de réussite. Bah oui, parce que c'est bien de s'inscrire à un MOOC, mais c'est mieux d'avoir aussi quelque chose à la fin du MOOC. Un certificat qui peut être un certificat de marque, qui peut être un certificat co-brandé avec les institutions, les grands établissements, j'en parlerai après avec qui on les crée, mais ça peut être un certificat de marque, hein. Nous sommes tous des consommateurs, recruteurs, on travaille dans le monde de la RH et on a tous les jours affaire à des certificats de marque. Quand quelqu'un nous présente sur un CV un certificat Cisco ou un certificat comme le TOEIC ou le TOEFL, ce sont des certificats de marque. On n'est pas sur des titres, on n'est pas sur des diplômes. Et pourtant, le monde du travail les reconnaît et leur donne toute la valeur. D'accord ? 12 000 la première année, 23 000 en 2015 et on va être sur plus de 50 000 cette année. Donc 50 000 certificats individuels, certifiés, validés, avec tout le process qui peut exister sur la plateforme. Pourquoi est-ce que on a des résultats aussi spectaculaires? C'est ça qui m'intéresse et c'est là-dessus dont j'ai envie de vous parler. Essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne sur Open Classrooms. Et au travers de cette question, on va venir à parler du mentoring et du reverse mentoring. Alors, première chose, on peut se dire, la raison logique, c'est parce que les 1200 cours que l'on a d'ores et déjà faits, dont 120 MOOC, parce que il y a eu une vie avant les MOOC et qu'on avait plus de 1000 Open Courseware qui existaient sur la plateforme et qui continuent à être utilisés. Ils sont de qualité. Ils sont de qualité et ils sont faits avec des partenaires prestigieux qui nous apportent leur expertise. Mais c'est eux qui donnent le contenu pour l'essentiel et c'est nous qui apportons l'ingénierie pédagogique spécifique, multimédia. C'est nous qui apportons les outils de production et le pilotage de projet et c'est clair que c'est quelque chose d'important en termes qualitatifs puisqu'on ne met rien qui a été produit à l'extérieur. On coproduit tout parce que pour nous, on n'a pas envie d'être un jukebox de ressources faites un peu n'importe comment par n'importe qui. Donc on veut coproduire. Raison valable mais pas suffisante. Alors, une autre dimension, puisqu'on parle de MOOC, c'est évidemment le social learning. Et évidemment, ces éléments qui vont être, d'abord, on est dans un modèle open. On est dans un modèle open qui est donc ouvert à 365 jours par an, 24 heures sur 24. Sinon, on ne parle pas de MOOC. Sinon, on coupe la filiation avec la formation ouverte et à distance. C'est-à-dire des dispositifs qui enfin vont pouvoir adresser tout le monde là où on est en fonction des propres rythmes de chacun et en fonction de ses propres contraintes et non pas en leur imposant de nouvelles contraintes. Ah ben désolé, il va falloir revenir dans 6 mois parce que pour l'instant c'est fermé, etc. etc. Soit on parle de MOOC ou soit on parle d'autre chose. Mais, donc formation tout au long de la vie, une infrastructure, ben oui parce que pour réussir à digérer tous les jours plus de 12 000 personnes connectées de manière synchrone, il faut avoir une infrastructure qui tienne la route, il faut avoir aussi la capacité d'être dans de l'innovation en permanence, donc avoir la maîtrise totale technologique, c'est pour ça qu'on développe la plateforme depuis le début, et évidemment, si on parle de social learning, eh ben, ça veut dire qu'il y a des échanges. Et les échanges, ils sont faits autour de la communauté, à l'intérieur de la communauté, par l'évaluation par les pairs, par les plus de 8 millions de messages qui sont produits sur le forum tous les ans, sur tout ce qui s'accumule, qui fait qu'il y a une vraie dimension d'échange et de partage. Très bien, social learning, c'est bien, c'est ce qui permet de ne pas être simplement dans du e-learning, mais ce n'est pas suffisant. Autre explication. On a créé 25 parcours métiers. Le besoin de formation des gens n'est plus simplement de venir picorer des petits morceaux, des MOOC, mais de pouvoir être accompagné dans de la transformation, dans de l'évolution professionnelle. On veut pouvoir passer d'un métier à un autre métier pour aller sur de la reconversion.
On veut pouvoir consommer ces morceaux de formation en mobilité, évidemment, en grains de 6 minutes, sur ses smartphones, de manière la plus agile possible, mais avoir un sens, avoir une vraie motivation qui est de partir d'un métier pour aller vers un autre métier. Ça, c'est essentiel. Surtout quand ce métier, il peut être reconnu avec un titre RNCP. On a aujourd'hui un titre RNCP, je peux vous l'annoncer, mais il y en aura beaucoup d'autres cette année. Il y aura de nombreux autres titres de niveau 2 qui vont être disponibles à partir des parcours de formation. Donc très bien ça, mais ce n'est pas suffisant. Quel suspense. Travailler avec une nouvelle pédagogie, nouvelle, pas tant que ça, mais c'est pas pour rien si l'école 42 utilise nos MOOC de manière très forte et notre plateforme de manière très forte, c'est de rentrer sur une pédagogie en mode projet. Parce que c'est en rentrant dans le projet qu'on va aller au fur et à mesure se rendre compte de ce dont on a besoin et aller chercher les éléments de formation qui vont nous permettre de résoudre les difficultés. Donc la pédagogie en mode projet, c'est essentiel. En plus, ça permet de manière transversale d'aller mettre en pratique ce que l'on apprend, donc d'aller au plus près du transfert de la capacité que l'on a mise en œuvre sur la formation à la compétence, qui est la seule chose qui nous intéresse dans le monde professionnel. Très bien, mais... Oui. Il y a des parcours, il y a des projets, et pour nous, dans un dispositif, parce que finalement, ce qui compte, c'est le dispositif, eh bien, c'est l'accompagnement. L'accompagnement sans lequel on n'arrivera à peu de choses, ou alors on n'arrivera que à former ceux qui sont autonomes, motivés, et qui de toute façon, même si on n'avait rien fait, se seraient débrouillés. D'accord? Ou la qualité des ressources, n'importe peu, parce que de toute manière, il y en a toujours eu, et ils se sont toujours formés. Alors, c'est quoi l'accompagnement? Et on y arrive, eh ben, c'est ce qu'on appelle chez nous le mentorat. Le mentorat, c'est une session vidéo de mentorat par semaine, et c'est plein d'autres choses que je vais vous détailler maintenant. Alors, le mentorat, il fait quoi? 17, oui. Le mentorat, il va aider, il va apporter du support, il va apporter du conseil, il va guider, il va être la personne qui va prendre soin de chacun des apprenants. Comment est-ce qu'il va faire? Eh bien, il y a des sessions de mentorat en visioconférence. Il va partir des besoins, il va construire en fonction de l'objectif de la personne, en fonction de son point de départ, son planning, son contenu de formation. Parce que, évidemment, il y a besoin que sa formation elle soit individualisée. On n'a que des apprenants qui partent avec des points de départ différents. Et évidemment, il va venir faire de la relance, il va venir faire tout le travail pour qu'on ne lâche pas. Parce que auto-formation égale auto-abandon, il faut se battre. Eh bien, on y arrive. Merci. Accompagner, c'est là la clé du sujet. Il n'y aura pas de dispositif de formation, même le plus high-tech possible, sans accompagnement, sans individualisation et sans personnalisation. C'est ce dont on a tous besoin nous-mêmes en tant qu'apprenants si on accepte de se poser cette question. Alors, c'est quoi nos indicateurs de réussite? Eh bien, c'est la vraie bonne question. Donc, la complétion. Je ne vais pas parler d'attrition, je parle vraiment de complétion. Complétion, c'est-à-dire combien de personnes vont jusqu'au bout et vont se certifier. Il y a 4 niveaux d'offres chez Open Classrooms. Est-ce que vous savez quel est le taux de complétion habituel? Sur les MOOC, en France, pas en France, dans le monde en général, on est sur un taux qui frôle les 3%. Nous sommes actuellement sur le mode libre, gratuit, pour tout le monde, sur 6%. Alors on se dit, c'est pas mal, c'est la qualité de nos ressources, on double, mais c'est pas suffisant. Lorsque l'on est premium solo, c'est-à-dire lorsque l'on est premium et que l'on a tout le confort pour pouvoir télécharger, pour pouvoir se certifier, pour pouvoir faire les choses à son rythme et non pas avec un rythme imposé, on monte à 29%. Lorsque l'on est en premium accompagné par un mentor qui va s'occuper d'un groupe de 8 personnes toutes les semaines, on monte à 51%. Et lorsque l'on est en premium plus,
Donc en one-to-one, avec un mentor qui va s'occuper de moi à titre individuel, on est à 82%. Et là, on peut commencer à parler d'efficacité en termes de formation. Alors, ça c'est la première chose et je vais terminer sur... Oui, il me reste... Sur l'enjeu, c'est le passage, c'est la transformation de la formation. Nous connaissons la formation où le collaborateur, où on est avec une formation 1.0, on est consommateur de formation. L'enjeu, c'est de transformer le collaborateur qui devient acteur de sa formation. Et en faisant ça, ça va se faire au travers de quoi? Du reverse mentoring. Parce que le reverse mentoring, c'est partager ses compétences, accompagner ses collègues et être à l'écoute. Et bien sûr, aller consommer les dispositifs qui sont autour de MOOC, de e-learning. Mais ça ne va pas se faire de manière spontanée. C'est au-delà du peer-to-peer assessment, le travail d'un nouveau métier qui est la fonction responsable formation qui devient chef d'orchestre pour repérer les talents, inventorier les besoins et faire qu'il y ait des binômes, matcher ceux qui savent quelque chose de ceux qui n'en savent pas, animer ces échanges, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va faire qu'il y ait une vraie musique qui se développe et évidemment faire reconnaître ce travail de reverse mentoring. C'est l'avenir de la formation puisqu'on ne peut plus continuer à consommer de la formation sous toutes ses formes, que ce soit du MOOC, du e-learning ou du présentiel. Le défi, il est là. Ce sont des nouveaux métiers à outiller, à développer. Et c'est là-dedans que se fait le bac à sable dans lequel nous entrons avec beaucoup de plaisir. Avec ces offres que l'on a là, on pourra en reparler. Je vous remercie. Merci Yannick, bravo.